Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Depuis le début de l'été, de nombreux endroits dans le monde ont connu des températures extrêmement élevées. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la semaine du 3 au 9 juillet a été la semaine plus chaude jamais mesurée au niveau mondial. La planète a connu des températures élevées fréquentes au cours de la dernière décennie et beaucoup s'interrogent si le changement climatique est devenu incontrôlable. Comment l'homme doit-il réagir face à la crise climatique, face à une situation qui ne cesse de s'aggraver? Comment les pays doivent-ils renforcer leur coopération? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos deux invités, Wu Zexie, commentateur de CGTN français, et M. Zhu Mingzhe, chercheur de l'Université d'Anvers. Bonjour. 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 Le 10 juillet, des scientifiques de l'Organisation météorologique mondiale ont annoncé que, selon les données préliminaires, la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023 avait été la semaine la plus chaude jamais enregistrée. Comment avez-vous vécu cette situation? Monsieur Wu, vous êtes à Beijing. Oui, tout à fait. J'ai vécu la canicule, comme tous les habitants de Pékin. C'est pas la première fois. Je crois que dans les années précédentes, on avait connu le même phénomène. Évidemment, c'est très pénible. On est obligé de faire fonctionner toutes les ventilations, toutes les climatisations. C'est pas toujours très agréable dans un environnement climatisé pour les personnes âgées. Donc c'est pas très agréable. Et monsieur Pour moi, Zhu, ça va. vous êtes... Je suis à Bruxelles et les températures ici sont assez agréables. Par contre, par exemple, en Italie, ça fait 40 degrés. Donc ça, c'est terrible. Et il semble que chaque année en Europe, il y a une période où il faisait très chaud. Oui et non, mais à Bruxelles, ça dépend vraiment. Parce que l'année dernière, par exemple, l'été dernier a été très chaud. Et cette année, on n'attend pas vraiment des températures très élevées. Mais c'est vrai que les changements climatiques ont déstabilisé un peu les météos en Europe aussi. Et monsieur Wu, d'après vous, quelles sont les raisons qui expliquent ces températures très élevées? Évidemment, c'est l'émission de gaz CO2. Les scientifiques ont fait des recherches depuis longtemps et ont appelé à la vigilance de tout un chacun, de faire attention à ne pas émettre davantage de l'émission de CO2. Alors, je crois que c'est ça, le réchauffement de notre planète est un phénomène inquiétant et qui est provoqué justement par les activités humaines. Donc tout un chacun, tous les êtres humains sont concernés, sont responsables de leur propre avenir, parce qu'il s'agit d'un problème vital pour la continuité de la vie humaine. Donc c'est très très sérieux. Depuis quelques années, on parle souvent du phénomène El Niño. D'après vous, est-ce dû à l'influence de ce phénomène? Je crois que c'est un autre aspect. Je crois que El Niño est plutôt lié au rythme de rotation de la Terre. Je crois que c'est un effet qui peut être combiné à l'effet de serre, dû à l'émission de gaz de CO2. Si deux phénomènes nuisibles se combinent, eh bien, cela provoque des dégâts énormes. C'est pour ça qu'on a constaté des climats extrêmes qui ont provoqué soit des sécheresses extrêmes, soit des inondations extrêmes qui provoquent des dégâts évidemment insupportables pour les régions, les pays touchés. Alors, outre les températures élevées en été, quelles sont les autres manifestations du changement climatique mondial? Monsieur Zhu, quelles sont vos observations? Alors, quand on parle de changement climatique, c'est vrai que parfois on concentre sur la température. Et les températures moyennes mondiales augmentent progressivement, c'est vrai, ce qui entraîne les vagues de chaleur plus fréquentes et intenses.
les événements extrêmes sont aussi facilités, tels que les ouragans, les cyclones, les sécheresses, les inondations, ce que M. Wu a déjà parlé. Les glaciers fondent à un rythme accéléré, contribuant à l'élévation du niveau de mer, mais aussi les régions côtières et les petites îles sont menacées et l'artificification de l'eau est accélérée aussi. Euh, mais pas que ça, on n'a même pas parlé de, par exemple, le problème de santé publique manifesté par la dernière pandémie. Donc, c'est assez grave, c'est très, très grave. Il faut vraiment faire attention à bien maîtriser les changements climatiques. Et Monsieur Wu, d'après vous, ces événements que vous avez mentionnés, ces manifestations du changement climatique, vont-ils modifier la perception et l'attitude du grand public à l'égard du changement climatique? Bah, évidemment, évidemment, bah, je crois que les gens sont quand même inquiets, hein. Bon, mais simplement, en tant qu'individu, on se dit, bah, c'est une action collective qu'on doit mener. Voilà. C'est la responsabilité des autorités qui devraient mobiliser tout le monde, qui devraient sensibiliser, voilà, l'opinion publique pour que chacun participe à la lutte contre le changement climatique. Bon, c'est ce qui est en train de se faire. Bon, au niveau national, en Chine, bon, les gens sont très très conscients et les autorités appellent sans cesse, voilà, au public, voilà, la nécessité de lutter contre le changement climatique. Mais sur le plan international, bon, il y a beaucoup d'efforts, bon, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà. Les efforts consistent à quoi? Les efforts consistent à investir, parce que pour ceux, voilà, les pays, voilà, pour les pays qui n'ont pas les moyens financiers de moderniser leurs moyens de production, pour rendre, voilà, leur industrie moins polluante, par exemple, eh bien, bah, il faut que la communauté internationale réagisse pour venir en aide, voilà, à ces pays. Bon, là, justement, c'est un sujet qui a été discuté à maintes et maintes reprises. Mais le problème, c'est que l'argent promis par les pays développés n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Donc, les pays en développement continuent à avoir des difficultés, voilà, à mener cette lutte contre le changement climatique, malgré la volonté politique qui existe quand même. Face à la situation actuelle, il existe pas mal d'organisations internationales chargées de la lutte contre le changement climatique et de la protection de l'environnement. Monsieur Chu, pouvez-vous nous en présenter quelques-unes? Bien sûr, quand on parle de la gouvernance internationale ou mondiale du climat, il faut, à mon avis, toujours commencer par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, surnommé GIEC. Ce corps est à la fois scientifique et politique. Il évalue les connaissances scientifiques sur le changement climatique, ses impacts, mais aussi des options d'adaptation et atténuation. En termes de droit international, il y a aussi la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui est adoptée en 1992. Chaque année, une conférence des parties s'organise pour mettre en avant les développements normatifs dans ces conventions 4. L'accord de Paris, le plus connu par exemple, est adopté en 2015 lors de la conférence 21 à Paris. On n'a pas de temps pour aller en détail, mais il faut savoir que cette convention 4 donne déjà l'architecture juridique de la gouvernance climatique. Cependant, comme déjà expliqué par M. Wu, il est important de noter que la mise en œuvre de toutes ces actions, toutes ces réglementations dépend à la volonté politique des pays, mais aussi de la capacité de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement. En outre, les changements climatiques menacent déjà plusieurs aspects de notre vie sociale. Ainsi, la gouvernance climatique est en train de devenir un problème, une question des droits de l'homme. Les catastrophes naturelles liées au changement climatique entraînent déjà des déplacements massifs de population,
créant ainsi les réfugiés climatiques. En Europe ainsi qu'en Amérique latine, les instruments internationaux des droits de l'homme sont plus en plus appliqués pour faire face au changement climatique. Lors de la conférence nationale sur la protection écologique et environnementale qui s'est tenue les 17 et 18 juillet à Beijing, le président chinois Xi Jinping a mis l'accent sur les efforts pour promouvoir la construction d'une belle Chine à tous les écarts et accélérer l'avancement de la modernisation caractérisée par l'harmonie entre l'homme et la nature. Il a également souligné que les 5 prochaines années constituent une période cruciale pour la construction d'une belle Chine. Monsieur Hu, que pensez-vous de ces propos? Bon, cela montre que, en effet, les dirigeants chinois attachent beaucoup d'importance au problème de changement climatique. En effet, ce n'est pas la première fois qu'on organise en Chine ce genre de conférence du plus haut niveau, c'est-à-dire où le président chinois donne un discours, donne un ton déterminant pour favoriser cette conscience collective de la lutte contre le changement climatique. Il y a 5 ans, il y a déjà eu la première conférence du même genre pour le président chinois. C'est une lutte qui n'est pas simplement pour les autres. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une action internationale. Il faut que l'humanité entière se mobilise. Mais pour nous, les Chinois, ce n'est pas uniquement une obligation internationale. C'est d'abord une nécessité nationale. La Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde. Je l'ai dit tout à l'heure. La lutte contre le changement climatique, c'est un enjeu vital pour chaque être humain. Or, la Chine compte 1,4 milliard d'habitants. Tous les habitants sont concernés par ce dossier. Bon, le président chinois a maintes reprises souligné l'importance de mener à bien cette lutte en disant, par exemple, il faut mener des batailles décisives pour défendre le ciel bleu, l'eau pure et la terre propre. Et pour lui, il a aussi dit à maintes et maintes reprises que les montagnes vertes et l'eau pure vaut montagnes d'or. Tout ça montre que, à la tête de nos dirigeants, c'est une priorité. C'est une priorité. C'est non seulement pour la génération que nous sommes, mais c'est aussi pour nos descendants. Donc, pour les autorités chinoises, c'est une priorité de protéger l'environnement tout en développant l'économie, parce que c'est un dilemme. D'un côté, vous devez produire, parce que c'est l'économie qui fait tourner la vie quotidienne. Bon, mais en même temps, lorsque vous produisez, forcément, vous favorisez l'émission de gaz. Mais c'est là, des efforts à faire, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz avec des moyens propres, tout en augmentant la capacité de production, tout en assurant le développement durable. C'est là, un dilemme, et je crois que la Chine, a réussi, remarquablement dans ses efforts de lutte contre le changement climatique, tout en assurant un rythme de développement durable accéléré. Aujourd'hui, l'économie et la société chinoise sont entrées dans une phase de développement de haute qualité marquée par des progrès plus rapides dans la promotion d'une croissance verte et à faible émission de carbone. Monsieur Zhu, pouvez-vous nous présenter un peu les politiques et les réformes mises en place par la Chine pour lutter contre le changement climatique? Oui, en fait, on ressent des importantes populations et contributions à la production mondiale des biens. La Chine est maintenant le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du monde. Pourtant, notre pays a aussi joué et joué toujours un rôle essentiel dans la collaboration internationale. Par exemple, l'accord de Paris ne serait pas possible sans les efforts diplomatiques de la Chine.
Et domestiquement, le gouvernement central et locaux ont publié de très très nombreuses politiques concernant le climat. La plupart d'entre eux visent à réduire les émissions en renouvelant les industries, en modernisant les industries. La Chine a massivement investi dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Elle est maintenant aussi le plus grand producteur mondial d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Ce pays a aussi mis en place des politiques de conservation de forêts pour lutter contre la déforestation et ainsi augmenter la capacité de séquestration de carbone. En outre, le projet de loi de l'énergie sera présenté cette année devant le corps législatif. Mais domestiquement que l'internationalement, nous devons faire plus d'attention sur comment ces belles politiques sont mises en place au lieu de regarder des textes de politique uniquement. L'une des principales politiques présentées par la Chine pour lutter contre le changement climatique est son objectif de double carbone, pic des émissions de gaz carbonique d'ici 2030 et de neutralité carbone d'ici 2060. Monsieur Wu, comment évaluez-vous l'importance de ce double objectif carbone et quelles sont les avancées réalisées jusqu'à présent? Il faut savoir que la Chine, c'est la deuxième économie du monde. Évidemment, quand on parle de deuxième économie du monde, on pense tout de suite à sa capacité de production, à sa capacité industrielle. En effet, la Chine est aujourd'hui le plus grand producteur de beaucoup de produits industriels. Quand on dit ceci, évidemment, on pense justement à l'émission de gaz. Mais la Chine fait attention énormément justement dans ce domaine, voilà, à l'émission de gaz. Du coup, on a pris des mesures draconiennes. On a fermé carrément un grand nombre d'entreprises polluantes. Voilà. Je suis bien placé pour parler de tout ça parce que j'habite à Pékin et à un moment donné, la ville de Pékin souffre énormément de la pollution atmosphérique à cause justement d'un grand nombre d'entreprises polluantes autour de la région de Pékin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement la fermeture de toutes ces entreprises polluantes comme aciérie, comme cimenterie, voilà, mais aussi des mines de charbon. Voilà. Ce sont des entreprises qui contribuaient énormément à la pollution atmosphérique. Et bien, avec toutes ces mesures draconiennes, mais aussi avec l'accompagnement technologique pour moderniser les moyens de production d'autres entreprises qui sont performantes. Alors, grâce à tout ça, eh bien, nous avons réussi à endiguer ce phénomène. Aujourd'hui, on retrouve à Pékin le ciel bleu de façon constante, alors qu'il y a à peu près 10 ans, le ciel bleu était devenu denrée rare. Vous voyez, donc le progrès est énorme. Alors, en tant que deuxième économie du monde, lorsque la Chine réagit de façon exemplaire, eh bien, cela contribue énormément à la lutte collective, à la lutte internationale contre le changement climatique. Et en même temps, tout en réduisant l'émission de gaz CO2, la Chine aussi fait beaucoup d'efforts au reboisement. Voilà. Vous savez, la forêt contribue à résoudre le problème de CO2. Bon, alors aujourd'hui, un quart de la terre reboisée dans le monde se trouve en Chine. Vous voyez? Et puis en même temps, la Chine aussi fait beaucoup d'efforts avec succès pour réduire la superficie désertique. Là-dessus, la Chine est aussi le leader mondial, parce que la Chine a développé de la technologie appropriée pour reboiser, par exemple, les régions désertiques. C'est pas évident, c'est pas facile. Donc, sur le plan technique, nous avons réussi à faire beaucoup de choses dans ce domaine. Et en contribuant, évidemment,
à améliorer voilà, la situation climatique, eh bien, ben, la Chine assure voilà, quand même son développement durable de façon exemplaire. Parce que tout le monde admet que la croissance économique chinoise est voilà, toujours remarquable. Tout à l'heure, nous avons parlé des manifestations du changement climatique et de ses effets négatifs. Nous constatons une situation d'urgence. Monsieur Zhu, d'après vous, est-il encore possible de maîtriser la situation ou bien existe-t-il un risque important que le changement climatique se développe plus vite que notre capacité à agir, à réduire les émissions et à nous adapter? Alors d'abord, je pense qu'il faut insister que ce n'est jamais trop tard. Mais après, la question, c'est comment nous pouvons prendre les mesures radicales mais nécessaires. À mon avis, quand on parle de changement climatique, on le présente toujours comme un problème créé par l'humanité tout entière, mais c'est une fausse représentation de problème. Les changements climatiques sont créés par le capitalisme qui met en péril la grande majorité et la nature en profitant une petite minorité. Pourtant, la vérité amère de notre jour, c'est que ce capitalisme n'est jamais vraiment mis en question et le genre de pouvoir et de richesse qui en profite bloque tout simplement toutes les mesures nécessaires et toutes les alternatives de développement. Si le monde reste gouverné comme ça, encore une fois, je ne vois pas comment nous pouvons sortir de l'émergence climatique. Au contraire, si nous pouvons décider collectivement dès maintenant d'expérimenter une gouvernance plus ouverte, plus transparente et plus démocratique, je pense qu'il y a encore peut-être d'espoir. Et côté coopération internationale, John Kerry, l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, a effectué une visite de 4 jours en Chine du 16 au 19 juillet. Monsieur Zhu, quel regard portez-vous sur le potentiel de la coopération qui existe entre la Chine et les États-Unis dans ce domaine? Alors, il est clair que la gouvernance mondiale du climat n'est pas possible sans la collaboration sino-américaine. Malgré cette indifférence politique, les deux pays ont exprimé leur engagement à la lutte contre le changement climatique, ce qui est bien. Il est crucial que les deux pays reconnaissent leurs responsabilités envers le changement climatique et continuent de prendre les mesures concrètes pour réduire leurs émissions et atteindre leur objectif de neutralité carbone. Les deux pays sont dotés de ressources technologiques et financières pour aider d'autres pays, peut-être moins développés, pour réussir les transitions écologiques. Pourtant, ce n'est pas facile. Pour le faire, il faut parler de responsabilité historique, de la justice climatique, de la dommage et préjudice. Malheureusement, ce sont les sujets que les États-Unis ont essayé d'éviter depuis très très longtemps. Donc, à mon avis, il faut vraiment revenir sur toutes ces questions difficiles pour pouvoir avoir une collaboration, pas simplement une collaboration de surface, mais une collaboration approfondie et concrète sur ces questions, on dit, universelles ou mondiales. Et vous, Monsieur Wu, comment envisagez-vous la coopération entre les deux grands pays dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, mais aussi les responsabilités que les deux grands pays doivent assumer? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Zhu, hein, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, respectivement la première économie et la deuxième économie du monde, ont évidemment des responsabilités particulières voilà, à assumer dans la lutte contre le changement climatique. La Chine, comme je vous l'ai dit, a fait beaucoup de choses. J'ai dit aussi tout à l'heure que les pays développés devraient apporter leur contribution financière et technologique pour aider les pays en développement voilà, à faire face
à ce problème de changement climatique. La Chine s'est comportée de façon exemplaire là-dessus, voilà, à propos de la coopération sud-sud. La Chine, jusqu'à présent, voilà, c'est-à-dire durant ces dernières années, la Chine a déjà réalisé avec les pays partenaires, une quarantaine de pays, voilà, plus de 20 projets, voilà, de la lutte contre le changement climatique. Voilà, nous avons offert, voilà, des équipements, voilà, des produits, voilà, à ces pays pour, voilà, leur permettre de mieux mener la lutte contre le changement climatique. Nous avons aidé certains pays à lancer le satellite météorologique. Nous avons aidé certains pays à construire les centrales hydrauliques, à construire des stations photovoltaïques, à construire des stations éoliennes. Voilà. Nous avons aussi, voilà, donné l'occasion, voilà, donné les opportunités pour la formation de plus de 2000, voilà, techniciens des pays partenaires pour, voilà, la lutte contre le changement climatique. Et nous avons aussi, voilà, apporté, voilà, des moyens financiers. Voilà, nous avons un fonds. Voilà, la Chine a créé un fonds, voilà, qui s'appelle le fonds de coopération sud-sud. Dans ce cadre, nous avons 200 millions de dollars rien que pour la lutte contre le changement climatique dans la coopération sud-sud avec les pays partenaires. La Chine a signé d'ailleurs, voilà, 38 documents de coopération sud-sud dans la lutte contre la coopération avec les pays en développement. D'autre part, face aux défis climatiques et dans la limite bien sûr de leurs capacités, que peuvent faire les entreprises et les particuliers? Monsieur Zhou? Pour les entreprises, je pense que c'est très simple, juste arrêter les activités extractivistes. Pour les particuliers, beaucoup d'environnementalisme et beaucoup de mes collègues proposent qu'on doit devenir végétarien, on doit arrêter de prendre l'avion, on doit abandonner la voiture. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut consommer moins, mais mon point de vue est plus nuancé que ça. Les émissions par les gens quotidiennes ne sont presque rien en comparaison avec les entreprises industrielles et les super riches. Pourtant, ce que nous pouvons faire en tant qu'un citoyen ordinaire, c'est ouvrir le débat démocratique sur les transitions écologiques nécessaires et exiger aussi les gouvernements domestiques à agir plus activement. Monsieur Wu, qu'en pensez-vous? Êtes-vous Là d'accord? aussi, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une responsabilité collective. C'est-à-dire, c'est vrai que chacun doit agir, mais un individu ne peut pas faire grand-chose. Voilà, c'est la collectivité. C'est une action collective et internationale. Voilà, c'est l'humanité entière qui doit travailler. Les entreprises, évidemment, voilà, doivent prendre les plus grandes responsabilités pour améliorer leurs outils de production. Alors, c'est ce qui est en train de se faire dans beaucoup de pays, mais surtout en Chine. Hein. En Chine, comme je vous ai dit, beaucoup d'entreprises sont équipées justement des moyens technologiques pour n'émettre que de gaz propre. C'est-à-dire, c'est vrai que ça coûte plus cher, mais c'est nécessaire. Voilà. Les entreprises qui ne sont pas conformes aux normes environnementales sont carrément, voilà, exclues des activités, voilà, par le gouvernement. Bon. C'est draconien et c'est tout à fait efficace. Voilà. Bon, les individus, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je crois que dans certaines circonstances, oui, par exemple, vous pouvez, voilà, acheter une voiture de nouvelle énergie au lieu de continuer à conduire votre voiture qui pollue. Bon, alors ça c'est un petit exemple. Autrement, c'est vrai que ce sont des entreprises industrielles qui devraient prendre plus de responsabilités par rapport aux individus. Je vous remercie, Monsieur Wu et Monsieur Zhou, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. C'est un plaisir. C'est un plaisir également. Merci, merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.